Chapitre 29. Les arts martiaux et le Tsuju. Pour les Chinois, grands amateurs d'exercice physique, le sport a toujours été un moyen important pour se maintenir en forme et pour se distraire. Aussi, les fêtes traditionnelles sont-elles associées aux jeux et aux autres activités de plein air. Lors de la fête Qiming, petits et grands font de la balançoire. Pour la fête Duanwu, une compétition de barque est organisée et la fête Shongyang est l'occasion de se promener au sommet des collines ou montagnes. Certaines activités stimulent en même temps le mental, comme le jeu de go ou les échecs chinois, qui lient l'art du jeu à la sagesse de la vie. La Chine est un pays multinational doté d'une tradition culturelle ancienne. Les activités sportives traditionnelles y sont très variées. Tir à l'arc, combat, tsoju, le football traditionnel, sumo, équitation, arts martiaux et acrobatie. Dans ces deux derniers domaines, les performances des Chinois sont uniques au monde. Notre présentation ici concerne principalement deux des activités mentionnées ci-dessus, les arts martiaux et le Tsuju. Les arts martiaux du temple de Shaolin-se. Les arts martiaux sont aussi appelés Kung-Fu. Ce mot vous fera sans doute penser à Bruce Lee, de 1940 à 1973, un acteur connu du monde entier grâce au film dans lequel il a joué. Ce grand artiste, disparu trop tôt, est presque devenu un symbole du Kung-Fu chinois. Il excellait aussi bien dans les combats à main nue que dans la maîtrise des armes, épée, sabre ou bâton. Sa démonstration de Sanshuku, c'est-à-dire Nunchaku à 3 bâtons, était très impressionnante. Le Kung-Fu de Bruce Lee était basé sur les arts martiaux chinois qu'il maîtrisait à la perfection. Dans le monde des arts martiaux chinois, le temple de Shaolin-se jouit d'une grande réputation. Le Kung-Fu issu de l'école Shaolin-se est devenu un élément inestimable du patrimoine culturel chinois. Le temple est situé dans la montagne Songshan, dans la province du Henan. Il fut créé à la fin du 5e siècle. Au siècle suivant, un moine bouddhiste, Bodhidharma, s'y installa et après 9 ans de méditation face à un mur, il développa sa méthode de réveil par la méditation et créa l'école Shan, une branche du bouddhisme chinois, zen en japonais. Le temple devint alors célèbre. Les fidèles des générations suivantes attribuèrent aussi à Bodhidharma la création du Kung-Fu de Shaolin-se, car, au cours de ses longues méditations, il inventa des exercices pour régulariser les circulations internes, relaxant le corps et l'esprit. Le Kung-Fu de Shaolin-se s'est ensuite développé et enrichi pour devenir une pratique sportive comportant 72 techniques. Beaucoup d'entre elles, comme la boxe longue, la boxe courte, le sabre, l'épée ou le bâton, possèdent son secret d'une performance unique et inégalable. Le Kung-Fu de Shaolin-se a exercé une grande influence dans l'évolution des arts martiaux chinois. Le Tong Qigong, créé pour les enfants, est aujourd'hui encore admiré des praticiens d'arts martiaux. Cet exercice à main nue comprend des exécutions d'une grande difficulté technique, comme Hara dans son sommeil, enfant saluant Guanyin, enfant saluant le Bouddha, coup de pied en l'air, fleur cachée et équilibre à la manière d'hirondelle. L'une des positions, à la verticale, la tête en bas, est particulièrement remarquable. Il faut s'y entraîner depuis le plus jeune âge et durant de longues années pour y parvenir. Une des techniques secrètes de Shaolin-se est connue sous le nom de zen sur le bout du doigt. Le principe de ce mouvement est le travail intérieur qui fait concentrer toute l'énergie du corps sur un seul doigt. Le praticien se positionne à la verticale, sur un doigt pointé au sol et reste parfaitement stable. La boxe d'Hara est l'un des nombreux styles de boxe Shaolin-se. Elle se répandit dans toute la Chine depuis sa création et se diversifia par la suite. Ce style de boxe se caractérise par des mouvements fulgurants, bien enchaînés, aussi efficaces en attaque qu'en défense et par ses changements imprévisibles. Sous une apparence désinvolte se cache une puissance explosive qui, en cas d'attaque, surprend et foudroie l'adversaire. Raison pour laquelle elle figure dans la plus haute catégorie des techniques de boxe de Shaolin-se. L'école de Shaolin-se accorde une grande importance aux exercices de base. Le sol du palais des 1000 Bouddhas est marqué de nombreux trous, traces laissées par les moines qui s'y entraînèrent. De génération en génération, ils ont transmis, à force de sueur et de sagesse,
la tradition glorieuse de Shaolin Tzu. À Shaolin Tzu, on s'entraîne au kung-fu non seulement pour entretenir son corps, mais aussi et surtout dans un but spirituel. Le spectacle du kung-fu de Shaolin Tzu peut donner des révélations sur la vision de la vie. C'est un jeu intéressant qui joint d'un côté le ludique à la rigueur de l'entraînement et de l'autre, de la discipline et l'humour à l'austérité. La boxe d'ivresse, très largement répandue, ressemble plus à un show humoristique qu'à un combat. Des figures comme le coq debout sur un pied ou l'e-bye ivre incorporent une démarche titubante et somnolente qui amuse beaucoup les spectateurs. La boxe du singe imite, quant à elle, la vivacité adroite de l'animal par des mouvements inspirés par ses habitudes. Sortie de la caverne, guetter, examiner les pêches, grimper sur l'arbre, cueillir les fruits, sauter entre les branches, disputer les fruits à d'autres singes, les cacher, s'asseoir pour manger, se réjouir de la dégustation, s'effrayer et puis s'échapper. Une série de mouvements qui constituent un spectacle distrayant. Taijiquan, une gymnastique douce et fluide. Les arts martiaux chinois comprennent une discipline appelée Taijiquan, un exercice très largement apprécié qui reste aujourd'hui l'une des principales méthodes que suivent les Chinois pour rester en bonne santé. Le Taijiquan fut à l'origine une branche des arts martiaux. Sa double fonction en autodéfense et dans la fortification du corps en fit très vite un exercice physique bon pour la santé. C'est une gymnastique douce qui régule le fonctionnement du système nerveux, la respiration, la digestion et la circulation cardiovasculaire. Elle a un rôle préventif contre les maladies et favorise leur guérison. Le mot Taiji vient d'une notion de la philosophie chinoise. Selon le classique des mutations, les 8 tigrammes sont nés du Taiji, le sommet le plus élevé. Le diagramme Taiji, écrit par Xu Dinyi, philosophe des Song, considère le Taiji comme l'origine de toutes les créatures du monde. Un pôle de forme circulaire incluant les souffles du yin et du yang. Le Taijiquan est conçu sur le principe de cette idée taoïste. Le mouvement circulaire est un caractère de base du Taijiquan. Une série de mouvements de Taijiquan consiste en des gestes dessinant des cercles dans le vide, raison pour laquelle les principaux critères de qualité de l'exercice sont fluidité, cohérence, rondeur et souplesse. À l'image du ciel et de la terre, habités par les souffles circulaires, le corps humain vit grâce à la circulation du souffle vital. Le but du Taijiquan est de transformer les souffles alternants de la nature en circulation intérieure du corps. Grâce à une suite de mouvements, avancer, reculer, bondir, sauter, esquiver, s'étirer, se baisser et s'élever. Le deuxième caractère de base du Taijiquan est sa fluidité. C'est le rythme du changement entre les deux pôles yin et yang qui correspond à la nature interdépendante et alternante des oppositions. L'alternance entre le yin et le yang se trouve incarnée par le Taijiquan, par la souplesse et la puissance qui se complètent. Et l'enchaînement fluide reflète l'idée du mouvement perpétuel de l'univers. L'esthétique du Taijiquan se résume dans la formule « nuage flottant et eau qui coule ». Au cours de son développement, le Taijiquan s'est enrichi des principes des méridiens de la médecine chinoise et du Daoyin, exercice pour la circulation du souffle selon les taoïstes, pour devenir une gymnastique reliant l'intérieur à l'extérieur et le physique au mental. En entraînant le corps, on travaille en même temps sur l'esprit en favorisant notamment l'inspiration et l'expiration. La pratique de l'exercice est ainsi un processus pour évacuer le souffle usé et faire entrer le souffle frais qui renouvelle l'énergie vitale. C'est pourquoi il vaut mieux le pratiquer dans l'air frais du matin. Après l'exercice, le corps est relaxé et ressourcé, comme s'il venait de prendre un bain d'air vivifiant. Le Taijiquan, comme tous les arts martiaux, et le kung-fu de Shaolin Tzu, contient un fond de philosophie traditionnelle, qui lui donne une dimension spirituelle en tant que forme particulière de la sagesse et de la culture chinoise. Le travail de la sérénité mentale. Le kung-fu chinois est un art qui fait primer le calme sur l'action.
La beauté tranquille et gracieuse du Taji Chuan tient à ses changements de position en douceur. Avant l'exercice, le praticien doit se tenir droit, fermer les yeux, contrôler sa respiration et abaisser les bras en même temps. Il lui faut se concentrer et vider son esprit de tout ce qui peut le perturber. Le Taji Chuan est le travail du Qie, le souffle vital. Son mouvement doit ressembler, selon une description des anciens, à celui des vagues déferlant l'une après l'autre, sans interruption. Calme comme la mer, sans être ni expansif, ni replié sur lui-même. Il doit chercher à s'approprier son déferlement et sa dimension englobante. Le kung-fu de Shaolin Tzu, plus vif et plus énergique, n'en associe pas moins l'action à la passivité de l'inaction. Une chanson d'un film de kung-fu donne une très bonne description de la règle. Couché comme un arc, debout comme un sapin, assis comme une horloge immobile, se déplaçant comme le vent. L'idéal suprême du kung-fu de Shaolin Tzu est sa fusion avec le Shan, but auquel on accède par la pratique du quiétisme. Le praticien doit d'abord bien se concentrer et commencer ensuite dans le calme. Il convient de procéder au préalable à une méditation assise, apaisant son souffle, faisant le vide dans son cœur, avant de se lever doucement et de se mettre en action. Selon l'enseignement de Shaolin Tzu, la performance vient lorsque le moi s'efface. C'est pourquoi l'entraînement est aussi un travail mental où l'inaction a autant d'importance que l'action elle-même. Le gong-fu chinois est aussi un art qui fait triompher le souple sur le rigide. Une technique secrète de Shaolin Tzu, la ligne droite, exige que tous les mouvements, se lever ou se baisser, avancer ou reculer, tourner ou pivoter, se lâcher ou se replier, se déroulent sur une seule ligne droite. Le but de l'exercice n'est pas l'équilibre, mais la concentration de l'énergie à l'intérieur afin qu'elle explose, rapide et puissante, lors de l'attaque et foudroie l'adversaire. L'énergie, si redoutable, se cache sous une apparente douceur. Je cite. Félin comme un chat, féroce comme un tigre, bougeant comme un dragon, agressant comme l'éclair et bruyant comme le tonnerre. Le Taji Chuan, bien que moins intransigeant sur ce point que la boxe, se déploie aussi sur une ligne invisible et fait continuer la ligne conductrice du souffle. Les deux autres noms qu'on lui attribue sont main molle et cercle de coton. Cela montre bien que le Taji Chuan est une méthode douce, aussi gracieuse que la danse. Les mouvements des mains et des pieds autour du corps sont légers, caressants et aisés, comme s'ils n'exigeaient aucun effort mais parfaitement efficaces dans l'autodéfense et capables, en cas de besoin, de faire jaillir une force écrasante qui fait de vous le vainqueur. D'où la réputation du Taji Chuan, souvent comparé à l'eau, plus souple que tout, mais aussi plus puissante que tout. Les arts martiaux chinois, partant d'une règle générale, sont basés sur un principe de défense et non aucun but offensif. Ceux qui les pratiquent ne cherchent pas à attaquer, mais à se protéger. À Shaolin Tzu, les trois objectifs du kung-fu sont protéger le temple, se défendre et se maintenir en bonne santé. Le praticien d'un art de combat ne doit pas être un fanatique de combat. C'est une tradition du milieu qui est aussi un précepte de la pensée militaire chinoise. L'école de Shaolin Tzu a comme discipline, je cite, « honorer la vertu et non la force », ce qui correspond au principe Ren du confucianisme. L'esprit de Shaolin Tzu s'oppose notamment aux agressions ayant pour but de tuer l'adversaire. Lorsqu'un combat est inévitable, un disciple de Shaolin Tzu doit respecter les 8 commandements, soit s'interdire de frapper 8 points précis du corps humain, la tempe, la poitrine, les côtes flottantes, les aisselles, le bas-ventre, les reins, le coccyx et les oreilles. L'interdiction de frapper ces parties vitales du corps dit combien est grande la volonté de ne pas vouloir attenter à la vie humaine. Zhuoju est le haut vol du ballon. Dans la peinture chinoise traditionnelle, beaucoup d'images montrent un jeu de ballon.
Longévité et sans enfants, œuvre de Su Hanshen, peintre de la dynastie des Song, présente des enfants jouant au ballon, dont l'un dans une position de tir au pied. Le tableau de Tsuju de Tenxianyo, du début des Yuan, met en scène l'empereur Taizhou des Song et ses 5 ministres autour d'un ballon, se le disputant avec les pieds. L'empereur, souverain suprême, s'en donnant à cœur joie. Ces 2 tableaux illustrent le jeu de Tsuju, le football traditionnel chinois. En chinois ancien, Chu signifie frapper du pied et Ju désigne le ballon. À l'époque des Song, le nom fut remplacé par Suqiu, resté aujourd'hui le nom officiel du football. Le recueil des chansons de Xikun, rédigé par Yang He du temps des Song, en témoigne. Tsuju, jeu de ballon au pied, était le Suqiu d'aujourd'hui. D'après la légende, le football chinois serait né dans la haute antiquité du temps de l'empereur jaune, ou bien, selon d'autres sources, à l'époque des royaumes combattants. C'était à l'origine une méthode d'entraînement militaire pour repérer de bons soldats. Comme les soldats pouvaient se livrer à l'exercice tout en s'amusant, on les faisait jouer au Tsuju pendant leurs loisirs. Si l'invention du Tsuju par l'empereur jaune n'est pas crédible, les documents historiques fournissent en effet la preuve de son existence à l'époque des royaumes combattants. Il y a plus de 2300 ans, dans le pays des Jie. C'était alors un exercice pratiqué par l'armée sous forme de compétition distrayante qui permettait de trouver les bons soldats, de renforcer leur forme physique et en même temps de les divertir un peu de la vie monotone des casernes. À l'époque des Han, le jeu de Tsuju se diffusa. Heng Tan écrit dans son « À propos du sel et du fer », je cite, « Les familles nobles se livrent au Tsuju et au combat de coq. » Le terrain de Tsuju ressemblait déjà beaucoup au terrain de football actuel et avait une forme rectangulaire. Cette forme, unie au ballon rond, symbolisait la vieille conception chinoise de l'univers. La terre carrée et le ciel rond. Tout autour, des bâtiments avec des terrasses accueillaient les spectateurs. D'après la description de Li Yu du temps des Han, dans son terrain de Tsuju, un match se disputait entre 2 équipes adverses avec 12 joueurs engagés de chaque côté. Une porte était installée au fond des 2 camps. Le match était jugé par un arbitre et un arbitre adjoint. Son livre ne donne pourtant aucun détail concernant les règles du jeu. Le football traditionnel gagna rapidement la cour, tout comme les milieux populaires. Selon les chroniques de la capitale de l'Ouest, Liu Bang, à peine monté sur le trône, fit venir son père au palais Weiyang, dans sa capitale de Shagan, et lui fit tous les jours servir bonne chère et spectacles de chant et de danse. Mais le vieil homme ne s'y plaisait pas. Ayant longtemps vécu dans un milieu pauvre et côtoyé des gens du peuple, le père de l'empereur avait l'habitude de s'amuser avec eux au combat de coq et au football. Liu Bang fit donc construire pour lui une nouvelle résidence avec un terrain de football et invita ses anciens amis à y séjourner pour le plus grand plaisir de son père. À l'époque des Han, le ballon était en cuir sans être gonflé d'air. Le livre des Han, biographie du Yu Qubin, raconte ceci. Installé dans son camp à la frontière du Nord, l'armée de Yu Qubin manquait de vivres et le moral était au plus bas. Mais Qubin continuait à jouer au Tsuju. Une note du livre précise que le ballon de cette époque était empaillé de roseaux et qu'il fallut attendre les Tang pour le voir rempli d'air. Le nouveau ballon, souple et rebondissant, volait plus haut et augmentait l'intérêt au jeu. Les matchs sous les Tang donnaient lieu à de grandes manifestations et au roulement de tambour destiné à animer la compétition. Wei Yingyu, poète célèbre, raconte « Les jardins sont en fête. Le vent envoie des fleurs au pavillon. Le son du tambour vient de loin. Les soldats s'amusent au Tsuju. » Le football du temps des Tang devint plus distrayant mais moins compétitif. Les 2 portes au fond du terrain furent déplacées au milieu et la victoire revenait à l'équipe qui avait marqué le plus de buts. Une nouvelle compétition, le tir en hauteur, fut inventée car le ballon à air était beaucoup plus léger. Le football développé sous les Tang donna naissance au polo chinois. Le jeu de ballon à cheval existait déjà à l'époque des 3 royaumes.
de 220 à 280. Plus tard, les échanges avec l'Occident s'intensifiant, le polo fut introduit en Chine et se développa d'autant plus aisément que les Chinois pratiquaient déjà le tsuju. Sous les Tang, des compétitions de polo eurent lieu entre l'équipe de Tubo, aujourd'hui le Tibet, et l'équipe chinoise. Parmi les 19 empereurs des Tang, 11 se passionnèrent pour ce jeu et une douzaine de terrains de polo furent construits dans la capitale, Chang'an. Ce sport fut aussi utilisé comme technique d'entraînement militaire. Aussi, toutes les villes de garnison possédaient-elles leur terrain de jeu. Dans la tombe du dauphin Li Xian, de 652 à 684, bâtie à Tianxian, une peinture intitulée « La frappe du ballon » illustre de façon vivante une scène de polo. Sous les Song, l'expansion de la civilisation urbaine favorisa l'expansion du football en le rendant encore plus ludique. Le football et le théâtre étaient les deux plus grandes distractions dans cette époque, qui vit apparaître le cercle Qiyuan, appelé aussi cercle Yuan, un organisme qui ressemblait fort à une fédération de football de nos jours. Le cercle comptait de nombreux membres et amateurs fidèles. Il est évoqué dans le Tsuju des prostituées, du poète musulman Sadullah, 1272 à 1355. Je cite. « Après chants et danses au banquet, entourées de fleurs, elles s'entraînent à Qiyuan au ballon rond. » La popularité montante du football fut telle que les bons joueurs acquerraient bientôt une haute position sociale. D'après le célèbre roman classique Au bord de l'eau, le grand général Gao Qiu eut la faveur de l'empereur Huizong parce qu'il excellait en football. Le football devint à l'époque Tang un sport populaire. Sous les Tang et les Song, la fête du Hanshi, à la veille de Qiming, était l'occasion pour la population de se livrer au jeu. De nombreux poèmes mentionnent simultanément le tsuju et la balançoire. Leur description du charme de la vie populaire correspond à celle du poète Wang Wei. Le tsuju vole plus haut qu'un oiseau et la balançoire danse entre les bouleaux. Le spectacle de tsuju annonce la fête Hanshi et les jeunes filles montent à la balançoire. À partir de la dynastie des Tang, les femmes purent aussi jouer au football. Il y eut même, sous les Yuan, des joueuses professionnelles. Le dramaturge Guan Honging composa 2 airs d'opéra sous le titre de « Femme Xiao Wei ». Dans les maisons et les pavillons de loisirs, on vient pour amusement et plaisir. Les joueuses de tsuju attirent le regard du désir. Xiao Wei était le plus haut titre de la hiérarchie du joueur de tsuju. Son attribution aux joueuses prouve que les femmes pouvaient déjà atteindre la plus haute marche du podium. Sous les Yuan, les joueuses donnaient aussi des spectacles de jeux de ballon, lors desquels il y avait force démonstration technique en solo ou en couple. Le musée de l'histoire de Chine et le musée du Hunan conservent aujourd'hui chacun un miroir ancien dont le revers est un tableau gravé montrant un jeune couple, l'homme et la femme, jouant au ballon dans un jardin fleuri.